Donald Trump qui met le bazar dans le commerce mondial. Alors là, cette fois-ci, des groupes pharmaceutiques. Ouais. C'est la une de la Tribune, Laurent de Sauté. On va la montrer à l'image. Trump bouscule le marché des médicaments. Ça date de jeudi dernier. Ouais. On vient un petit peu en arrière. Voilà, on la voit à l'image. Il, comme ça, tout d'un coup, décide de mettre... C'est le charme du personnage. Trump. 100% sur les groupes pharmaceutiques hors générique. Et ce week-end, entre-temps, il y a eu d'autres choses, puisqu'il y a maintenant il y a des rumeurs de taxation selon le nombre de composants électroniques dans chaque produit. Donc, c'est en train d'apparaître. Donc, voilà. Donc, sur les médicaments, c'est évidemment symptômes et dossiers extrêmement intéressants. Trump a été relativement clair depuis le début, il en fait un enjeu à la fois sur le prix des médicaments, puisque les États-Unis font partie des pays qui payent, on va dire, au prix fort toute la production médicamenteuse. La grande nouveauté qui est habituelle avec Trump, c'est que personne n'y comprend pas grand-chose, puisqu'il y a eu un accord qui a été passé sur un golf cet été entre Ursula von der Leyen et Donald Trump avec 15%. Oui. Donc, a priori, l'Europe serait peut-être épargnée, mais... C'est ce que dit Bruxelles. Oui, mais ça, c'est la lecture de Bruxelles. Mais ça n'est pas ce que dit Donald Trump. Et qui n'est pas confirmé par Washington. Donc voilà, premier élément, premier suspense, ça y est, on est déjà dans un thriller, là, ça commence. Premier écart. Beaucoup de laboratoires européens sont engagés par ailleurs à faire naître, à sortir de terre des unités de production aux États-Unis, puisque c'est ça qu'attend Donald Trump. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, en tout cas, il y a deux zones qui sont visées, à défaut de savoir si l'Europe l'est aujourd'hui. D'abord, toute la zone Asie. Et, ça, c'est pas neutre. Même si les génériques seraient en dehors, mais je pense notamment à l'Inde, puisqu'il est devenu un énorme producteur mondial au plan des médicaments. Puis je pense aussi un peu à la Suisse. Je vous rappelle. Qui est dans un autre accord, dans un autre monde, et qui vit un peu son chemin là, de labeur assez difficile depuis cet été en étant en dehors de l'Europe. Donc, ce qui est clair, c'est que, et on assiste à ça, Sophie disait très bien tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est cette incertitude un peu rituelle, parce que la semaine d'avant, on parlait des tracteurs, la semaine d'avant, on parlait de l'électronique grand public, je ne sais pas de quoi on va parler cette semaine. Cette incertitude que la Maison-Blanche émet commence à fatiguer beaucoup de monde, y compris dans les multinationales. C'est-à-dire que là, la partie commence à moins rigoler. Il y a eu plusieurs réunions. Il y a eu une réunion à New York, il y a eu une réunion la semaine dernière à Londres aussi, où les grands patrons commencent à montrer... Ils commencent à mettre la pression sur la Maison-Blanche. Commencent à montrer des signes de fatigue. En fait, derrière ces annonces qui sont compliquées à digérer, tout ça, il y a l'incertitude, c'est quelque chose de compliqué dans le monde de l'entreprise, et on ne peut pas, si on prend ces annonces au pied de la lettre, elles ne s'exécutent jamais dans la réalité. Il y a des effets de manche très clairs. Pour autant, maintenant, cette accumulation commence à provoquer pas mal de désorganisation dans pas mal de secteurs. C'est compliqué de piloter un plan industriel à 5, 10 ou 15 ans quand les règles changent en permanence, j'imagine, Laurent. Je vais reboucler avec le thème de l'émission. Comme à l'extérieur de chez soi, c'est particulièrement compliqué parce qu'effectivement, avec M. Trump, on est tous là à regarder le missile, de savoir de quel côté il va arriver, parce que personne n'est épargné. Là, c'est les médicaments. La semaine prochaine, ça peut être les croissants. Enfin, personne n'est épargné. Donc, la dernière chose dont on a besoin, c'est que comme à l'extérieur, je veux dire, on fait face comme à deux guerres commerciales. Il y a M. Trump, qui est celui qu'on entend le plus, et puis il y a ceux qu'on entend moins, c'est les Chinois. Donc on a quand même de quoi s'occuper, je pense que ceci sera d'accord. Donc la dernière chose dont on a besoin, c'est quand on rentre chez soi, d'avoir en plus les problèmes hexagonaux. Ça commence à faire beaucoup. Donc, comme je pense qu'on a comme malheureusement, nous la France, dans l'échiquier mondial, peu d'influence sur M. Trump, ça serait au moins, je dirais, le minimum syndical d'avoir un petit peu de quiétude dans notre périmètre. Cette incertitude, elle commence à peser un peu sur l'économie mondiale, Nicolas Bouzou. Oui, je reviens, bien sûr, sur la question des droits de douane. Bon, déjà, ce sont des méthodes de voyous, ce que font les États-Unis, dénoncer les accords comme ça en permanence, ça ne s'appelle pas autrement, ce sont des méthodes de voyous. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas avancé. Il faut faire avec. Mais on fait bien avec. Moi, je voudrais quand même mettre ça sur la table, parce que j'entends énormément de critiques de la Commission européenne, mais il se trouve que j'ai la chance de voyager un peu. Je vais notamment au Canada, j'étais en Suisse la semaine dernière. Moi, tout le monde me dit, mais comment vous faites pour avoir des droits de douane aussi bas ? Non, mais tout le monde me dit ça. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est taxée à 15%. Il n'y a qu'un seul pays qui est taxé moins, c'est le Royaume-Uni, parce qu'il y a la vague idée quand même dans l'administration américaine que le Royaume-Uni, c'est pas comme les autres pays, il y a quelque chose de cet ordre-là, donc ils sont à 10. Nous, on est à 15. Et puis, loin au-dessus, 30, 35, 40, 50... vous avez les autres. Donc vous nous dites qu'on s'en sort plutôt pas mal. J'ai j'étais en Suisse, ils sont à 39%. Je peux vous dire que pour un petit pays ouvert sur l'extérieur, ça les amuse pas du tout.
c'est un sujet vraiment existentiel quasiment pour l'économie suisse. Et là, les histoires de médicaments, j'imagine que ça ne doit pas non plus les amuser. Le Canada, ils ne savent pas où ils en sont, mais moi, ils m'ont dit, attendez, si la promesse c'est 15%, mais nous on signe des deux mains tout de suite, parce que eux ce qu'ils s'attendent c'est 35%, c'est plutôt de cet ordre-là. C'est pas un message qu'on entend souvent. Oui. Donc la Commission européenne, elle est dans leur enseignement, mais elle s'en sort pas si mal. On va se parler franchement, faut pas que ça sorte d'ici, mais elle prend des engagements sur les achats d'hydrocarbures en se disant, au fond, les États-Unis dénoncent en permanence les engagements. Peut-être qu'ils comprennent que nous, on peut prendre des engagements, on refera le point dans 3 ou 4 ans, on verra où on en est. Mais enfin, bon, ça permet en tout cas au président Trump de brandir un trophée dans le bureau ovale, ce qui est le plus important. Là où je mets quand même une nuance, c'est que 15% aujourd'hui, ça peut être 40% demain. Et 100% aujourd'hui, ça peut être 10% demain. Donc, je reste très prudent dans ma défense de l'Union européenne, sachant que tout ceci peut complètement s'inverser en quelques jours. Mais pour l'instant, plutôt, merci la Commission européenne, c'est pas mal. Eh ben, c'est un éclairage intéressant. Sophie Sidolica. Et puis dans le détail aussi, c'est peut-être 15% en règle générale, mais on a quand même sur certains produits, je pense à l'acier, 50%. Ouais. Donc, mais c'est vrai, on s'en sort plutôt bien, mais enfin, il faut quand même passer pour une entreprise 15% de hausse. Mais c'est pas que nous sur l'acier, pour le coup. Oui, c'est pas que nous. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que pour l'Amérique, c'est quand même double peine, parce que en passant leur droit de douane de 4 à 18% en moyenne, finalement, ils se pénalisent. On se rend compte que l'investissement aux États-Unis baisse, que l'inflation a augmenté à 3,5%. Donc, ils étaient prévus sur une croissance de 3%, ils sont plutôt à 1% de croissance. Donc, est-ce que cette politique, finalement, elle est positive ? On parle de tous les jours. C'est le consommateur américain qui paye à la fin. Oui, mais c'est le consommateur. Voilà. Et aujourd'hui, il paye la facture. Vous présidez les conseillers du commerce extérieur de France. C'est un réseau absolument indispensable pour favoriser l'expansion des exportations françaises à l'international. Comment ça se passe au sein des CCEF, comme on dit en ce moment-là? Ça doit être turbulent, non? C'est le tourbillon des patrons en règle générale. Les patrons, la caractéristique, c'est qu'ils savent réagir très vite. Donc, on doit réagir tous les jours. Mais quand ça change tout le temps, c'est compliqué. Ça change tout le temps. Oui, on a besoin d'un peu de stabilité. C'est vrai que quand il y a de la stabilité, ça marche bien. Nos patrons français qui sont basés aussi dans le monde entier, puisque dans 152 pays, en Italie, ils se portent plutôt pas mal. En Espagne aussi pas mal. Il n'y a qu'en France où c'est un peu compliqué. Donc, on a vraiment besoin de stabilité. C'est pour ça que, je le redis, le Cornu, laissez-lui le temps d'arriver, de monter son gouvernement, de faire des propositions. D'entrée de jeu, ne le mettez pas à la porte parce qu'on n'y arrivera jamais autrement. Alors, c'est vrai que la balance du commerce extérieur, on a sorti des chiffres là, qui étaient vraiment pas bons du tout encore. On oublie à chaque fois de comptabiliser les services qui, eux, sont très positifs puisqu'il y a à peu près 50 milliards de bénéfices. Il faudrait un peu tout prendre si on prend tout dans la balance, on a une balance qui est légèrement positive. On est à peu près équilibré, voilà, et ce qu'on n'avait pas vu depuis pas mal d'années. Oui, donc il faut arrêter de se flageller en permanence, de se tirer dessus toute la journée. Il faut quand même rester positif, même si c'est vrai qu'il faut trouver tout de suite 40 milliards. Voilà. Je reste sur les États-Unis. Vous conseillerez aujourd'hui des entrepreneurs d'aller vendre aux États-Unis avec une telle instabilité douanière? Oui, oui. C'est toujours aussi... Je conseille à tous les Français d'aller dans tous les pays du monde, évidemment, parce que je suis persuadée, et encore, qu'on est les meilleurs. On a un pouvoir d'adaptabilité, on sait se remettre en question. Donc, quel que soit le pays où on va, on se rend compte que quand on part de ce pays, la place, elle est prise. Donc, il fallait y rester. Vous y êtes, vous, Laurent Wronski? Moi, j'y suis, oui. Alors, je pense que je pense qu'en tout cas, c'est le test ultime de la qualité de vos produits et de votre proposition de valeur. Test. Oui, ça, je vais vous dire, là, en clair, si vous avez des concurrents sur place qui sont substituables, là, vous avez vraiment toutes les conditions. Donc, je pense que, en tout cas, nous, pour nos produits, c'est absolument incontournable. Mais je veux dire que ce que je trouve assez effrayant, je pèse mes mots, parce que moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, c'est que, si vous voulez, on a l'impression que M. Trump, quand il se lève le matin et qu'il a une idée, il agit en dehors de tout cadre juridico-légal. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est le retour de la loi du plus fort. Et donc ça, je trouve ça assez effrayant, parce que nous, on ne fonctionne pas comme ça. Je veux dire, nous, globalement, je ne dis pas que c'est le monde des bisounours, mais on est habitué à respecter les lois, les traités, essayer de trouver des règles. Là, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que là, ok, c'est 15% lundi, mais mercredi, ça peut être 40%. Et qu'est-ce qui va se passer? Rien. Donc, moi, je ne fais pas le procès de l'Europe, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Le seul moyen de peser, c'est de se regrouper. Donc, se regrouper en Europe.
Il est pas sûr que, en plus, il n'est pas sûr que ces droits de douane soient légaux du point de vue même du droit américain. C'est-à-dire que c'est tout un débat en ce moment. Il y a des actions judiciaires pour une raison simple, c'est qu'en fait, on peut mettre en place des droits de douane dans le bureau présidentiel par décret s'il s'agit d'une urgence nationale. Donc évidemment, il y avait certains arguments qui pouvaient passer, notamment pour éviter les importations de fentanyl, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'entendre. Mais jouer comme ça avec les droits de douane au jour le jour, etc., ça, si vous voulez, c'est très contestable du point de vue du droit américain. Et par rapport à ce que dit Sophie Sido, ce que je trouve tout à fait passionnant, c'est-à-dire de continuer d'encourager les entreprises à aller, y compris aux États-Unis, si je puis me permettre d'ajouter une pierre à cet argument, oui, d'autant plus que ça ne durera pas, parce qu'on va quand même finir par se rendre compte, comme le suggère Laurent Vronsky, qu'on ne peut pas vivre dans un monde comme ça. Et même les Américains vont le comprendre. Alors là, c'est comme ça en ce moment, c'est terrible, mais le monde du multilatéralisme va forcément revenir, parce qu'on ne peut pas vivre dans une zone de non-droit économique au niveau mondial. Et donc l'Union européenne, même si ça fait bisounours, a raison quand même de continuer de respecter le droit, de faire des accords de libre-échange comme on le fait avec l'Indonésie, faire des trucs normaux, de gens normaux, parce qu'on reviendra dans ce monde. Ludovic de Sauté, le multilatéralisme n'est pas mort, il renaîtra de ses cendres, nous dit Nicolas Bouzou. Je partage pleinement l'espoir de Nicolas, c'est-à-dire que il y a un peu deux lectures qu'on a eues sur cette séquence. Et la première, c'est celle du genou à terre de l'Europe, qui a pas armé, contrairement à la Chine, on va dire, son dialogue avec les États-Unis. Est-ce qu'on en avait la capacité? Ça, je suis pas sûr d'abord. On n'a pas de terres rares, on n'a pas, voilà. Bon, mais c'est une réalité. C'est aussi quel jeu on a dans la Manche, quoi. Et l'Europe aujourd'hui, son jeu malheureusement est trop faible sur plein de domaines, et ça nous interroge en termes de souveraineté, au plan militaire, au plan diplomatique et plein de choses. Ça fait partie du jeu, et oui, on gonflait les muscles, c'est sympa, mais encore faut-il aller faire de la muscu de temps en temps, quoi. Et l'Europe ne fait pas assez de muscu au plan mondial. Ça, c'est la première question. La deuxième, et on va voir, la Chine est un peu sur cette voie-là, c'est-à-dire, est-ce que la voie de la raison va finir par l'emporter finalement? Parce que la Chine est extrêmement en retrait aussi par rapport à cette... Elle joue la contre-programmation, la Chine, là, depuis quelques temps. Il y a eu le Mercosur, il y a l'accord avec l'Indonésie qui est sorti la semaine dernière et autres. Donc la France peut finir par convaincre des gens qui veulent redevenir dans la raison. Voilà, en fait, c'est ça la question. Maintenant, on va voir le jeu de Trump, il y a des midterms, ça va arriver très très vite. La rentabilité réelle du numéro de claquette que nous fait Donald Trump sur les droits de douane, sur la Fed, et j'en passe, et des meilleurs. On va voir à la fin ce que ça donne. C'est-à-dire il parle à un électorat qui est très loin de nous aussi. C'est-à-dire qui a d'autres préoccupations que les préoccupations européennes, y compris françaises, où nous, on n'a pas de gouvernement. Donc, voilà. Oui, je pense qu'aussi, il y a une chose, indépendamment des idées politiques qu'on peut avoir, je pense que quand on est un leader, que ce soit dans un pays ou dans une entreprise, on doit montrer l'exemple. Je ne suis pas en train de faire une leçon de choses, mais ce qui me dérange énormément, c'est que ce mode de fonctionnement devient un petit peu la norme. C'est-à-dire que c'est le Far West. Vous voyez. Et ça, je pense que ça envoie de très très mauvaises ondes au niveau international et même au niveau national. C'est-à-dire que si le président il s'exprime comme ça et que par exemple il traite Powell d'andouille, moi, je peux faire pareil. Donc ça aussi, c'est assez préjudiciable, est assez inquiétant. Donc il est temps de revenir, si vous voulez, à une certaine tenue dans la manière dont on présente ses idées et de la manière dont on négocie les choses. Ça manque un peu de gravitas, tout ça, hein, si je résume un peu. Ça monte un peu, oui, autour de la table. Ce que dit Laurent est important, parce que c'est faire des affaires pour que l'économie tourne, c'est aussi être dans des règles posées, enfin dans des formes de dialogue, enfin des règles du jeu. On parlait tout à l'heure des délais de paiement, il y a des règles du jeu là-dessus. Enfin, si on rentre dans une période à cheval entre le Far West, la jungle et que sais-je, tout devient très compliqué. L'économie a aussi besoin de visibilité. Oui. Déjà, géopolitiquement, j'allais dire, l'instabilité est alimentée toute seule en ce moment, pour plein de raisons. Donc, si en plus il y a quelqu'un qui perturbe ces règles du jeu, tout devient complexe. Or, on a besoin, on a besoin en économie d'être dans des jeux qui sont très clairs et des règles posées. Une question que je me pose toujours, et ce sera la dernière question aux deux chefs d'entreprise présents sur le plateau. L'instabilité politique qu'on connaît en France depuis maintenant plus de 12 mois, 18 mois, n'empêche pas l'économie de tourner. La croissance 2025 a été revue à la hausse. L'emploi tient plutôt pas mal. Donc dans tout ce circus politicus, est-ce que vos entreprises respectives sont finalement impactées ou est-ce que l'économie continue ?
L'économie continue, mais oui, elles sont impactées. Moi, je continue à investir. Je vais investir 50 millions sur les papeteries de Visil chez moi, donc je le fais bien chez moi en France. On est en train d'organiser avec l'État le Choose France des Français pour inciter les Français à réinvestir chez eux en France. Et c'est vrai que si on investissait chez nous, ça irait beaucoup mieux. Donc elle tourne toujours. Oui, mais il faudrait pas penser que finalement, il y a la Commedia dell'arte, mais finalement, globalement, on fait du cinéma parce que ça marche très bien. Non, ça marche pas très bien. Les affaires sont très difficiles. Je suis pas en train de pleurer à l'antenne, mais nous, on est des entrepreneurs, c'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit d'être pessimiste. Donc on fait d'immenses paris sur l'avenir. Moi, je continue à investir dans mon entreprise en espérant que un jour ou l'autre, on va revenir à la raison au niveau des accords multilatéraux, qu'on va revenir à une certaine quiétude, mais je peux me tromper. Donc surtout, ne pensez pas que tout ce qu'on vient d'évoquer ce matin, c'est juste un irritant et c'est désagréable. Non, c'est extrêmement préjudiciable. Surtout pour la décarbonation, on n'arrive pas à décarboner parce qu'il nous faut de l'argent et on n'a pas cet argent. Moi qui ai fait du ciment, je peux vous dire qu'on n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Il faut de l'argent, ce sera le mot de la fin des experts aujourd'hui. Merci à mes 4 experts, Sophie Sidos-Vicat, Nicolas Bouzou, Laurent Vronsky et Ludovic de Sauté. On se retrouve demain